Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on continue avec la dynamique. Alors la semaine dernière on a vu ici dans Simuler dynamique on a vu le ressort. La semaine d'avant on a vu la force. Je sais que sur la chaîne il y a un tuto sur le moteur qui traîne quelque part. Je referai un tuto dessus où j'expliquerai ça plus en détail, bien mieux avec plein d'exemples. Et aujourd'hui on va voir les connecteurs. Alors on va pas voir tous les connecteurs, on va en voir seulement deux. Et puis j'en ferai d'autres vidéos sur les connecteurs qui suivront en fait afin de tous les montrer. Parce qu'en fait ici il n'y a qu'un seul élément, mais quand on le sélectionne, ici on a type et puis on a plein de types de connecteurs différents. Et suivant ce qu'on choisit, ici on a quelque chose de totalement différent avec des paramètres différents et des utilisations différentes. Donc il faut vraiment voir ça en fait petit à petit. Donc les connecteurs, à quoi ça sert? Comme son nom l'indique, ça sert à connecter. À connecter quoi? Des éléments dynamiques. Des éléments dynamiques, donc des éléments qui ont une propriété, un tag, propriété de dynamique. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Je vais donc avoir besoin de deux éléments avec des propriétés corps dynamiques. Enfin, dynamique de corps, ça s'appelle comme ça. Dans ma scène pour pouvoir vous montrer ça correctement. Alors je vais faire en fait deux cubes aplatis, c'est-à-dire deux plaques, comme ça, de 20 cm de haut. Je vais en faire deux. Alors CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Je vais en appeler un A et l'autre B. B, parfait. Et donc je vais les décaler un petit peu, histoire qu'il y ait de l'espace entre les deux. On va aussi afficher le maillage. Parfait. Donc le A, on va le déplacer ici, et le B, on va le déplacer ici. Ou l'inverse, peu importe, c'est pas gênant. Je les ai déplacés dans ce sens-là, j'aurais pu les déplacer sur l'axe X, c'est pas grave. Donc ici j'ai deux éléments, mais qui ne sont pas dynamiques, et le connecteur fonctionne avec les éléments dynamiques, donc il faut que je les rende dynamiques. Je vais en sélectionner un des deux, celui-là, et on va le rendre dynamique en ajoutant une propriété dynamique de corps. Donc je fais un clic droit dessus, propriété simulation, et puis ici j'ai plusieurs tags de dynamique. Alors on peut mettre un corps souple, un corps rigide, corps collision, etc. Le plus simple c'est d'utiliser le corps rigide et le corps collision pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Alors celui-ci on va le dire que c'est un corps rigide. Donc il va être soumis à la dynamique et il sera actif, c'est-à-dire qu'il va subir les forces qu'il y a dans la scène, donc la gravité. J'ajoute ça et quand je fais lecture, il tombe. Voilà, parce qu'il subit la gravité. Je vais mettre 250 frames pour que ce soit plus agréable quand je fais lecture. Ça me laisse plus de marge pour mettre stop pour expliquer. Le deuxième, il faut aussi qu'il soit dynamique. Donc je vais le sélectionner, je fais un clic droit, propriété simulation, et je vais mettre dessus un corps collision. Donc il sera dynamique, mais il sera passif. C'est-à-dire qu'il va interagir avec la dynamique, mais il ne sera pas soumis lui-même aux différentes forces en fait dans la scène. Donc corps collision. Voilà, c'est pas les mêmes icônes. Donc quand je fais lecture, j'en ai un qui tombe, celui qui est dynamique et actif, et un qui reste en place, c'est celui qui est dynamique mais passif. Mais ils sont tous les deux dynamiques, ils ont tous les deux un tag dynamique de corps, avec des réglages différents forcément. Ce que je veux maintenant, c'est pouvoir connecter celui qui tombe, l'élément qui tombe, le connecter à celui qui ne tombe pas, de manière à ce qu'il tombe toujours, qu'il soit subi toujours à la dynamique, mais qu'il soit retenu par celui qui ne tombe pas. Et donc pour ça, je vais utiliser un connecteur, puisque c'est ce qui sert justement à connecter des éléments dynamiques. Donc je vais dans Simuler, Dynamique, et je choisis Connecteur. On va voir aujourd'hui les deux premiers, la charnière et le cardan, parce que c'est très proche. Je l'ai ajouté, voilà ce que j'obtiens. Un petit élément comme ça, que je peux déplacer, qui est mis dans ce sens-là, on va le tourner. C'est ici, la charnière, c'est juste deux cylindres, tout bêtement. On peut le mettre à l'échelle, etc., le faire tourner dans tous les sens, le déplacer. Quand je clique dans le vide pour désélectionner, il disparaît. Comme pour le ressort, il ne reste pas affiché tant qu'on ne l'a pas sélectionné. Il faut le sélectionner pour le voir. Ce qui peut être chiant. Il peut être assez embêtant quand on travaille sur une scène où on utilise beaucoup de connecteurs.
Donc comme pour le ressort, on peut aller dans l'onglet ici afficher et puis cocher toujours visible. Et ici taille du dessin, c'est pour spécifier en fait la taille qu'on souhaite qu'il ait dans la scène. Quand j'ai coché toujours visible, si je le désélectionne, il reste affiché, ce qui est bien pratique quand on travaille dessus. Par contre, le fait de le désactiver, enfin de décocher toujours visible, permet d'alléger un petit peu l'éditeur. Cinema 4D n'a pas besoin d'afficher tous les connecteurs quand on n'en a plus besoin, quand on les a mis en place et qu'on sait qu'ils fonctionnent bien. Donc ça permet d'alléger un petit peu le rendu, pas le rendu final, mais le rendu dans l'éditeur. L'animation, tout ça, et puis ça évite d'alourdir la scène avec plein de petits éléments qui vont peut-être cacher des détails, etc. Donc ici, ce connecteur, je vais le faire tourner 90 degrés pour le mettre dans le bon sens. C'est une charnière, donc comme son nom l'indique, elle va servir en fait de charnière tout bêtement. C'est deux cylindres qui tournent tout bêtement, et je vais le placer au bon endroit. Ici. Dans la hiérarchie, on peut le mettre où on veut. Hein. Ici, je vais le mettre entre les deux éléments, histoire que ce soit clair. Mais vous pouvez le mettre où vous voulez hein, dans la hiérarchie, ça n'a pas d'importance, ça n'influence pas en fait son fonctionnement. Donc ici, mon connecteur est en place. Quand je fais lecture, il se passe rien, il devient rouge. Il devient rouge, comme pour le ressort, ça signifie qu'il n'est pas paramétré correctement. Ici, il n'est pas rattaché en fait aux éléments, donc il n'a pas d'effet. Je le sélectionne et ici, dans Objet, je vois qu'il faut un objet A et un objet B. Ça tombe bien, j'ai justement deux objets. Ce sont les objets que je vais connecter. Donc ici, objet A, je le mets là, et objet B, je le mets là. J'aurais pu inverser, hein, ça n'a aucune importance. Le fait est que l'objet A, qui est ici, est relié ici à la partie jaune, et l'objet B, qui est ici, est relié à la partie bleue. En fait, les deux, on aurait pu mettre deux éléments avec des tags corrigides. Ça aurait marché aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir obligatoirement un élément avec un corps collision et un avec un corps rigide. Ça peut être deux éléments avec des tags corrigides, par exemple. Sauf que si je fais ça, en fait, quand je vais faire lecture, tout va tomber. Et puis on va être embêté pour voir en fait le fonctionnement. Donc c'est pour ça que j'utilise un corps rigide et un corps collision. Là, en fait, comme je les ai rattachés, si je fais lecture, ça fonctionne. Tac. On voit ce que ça donne. En fait, le connecteur laisse l'élément tomber, mais le rattache quand même, le retient quand même à l'élément qui a le corps collision. Donc il le rattache en fait à l'autre élément qu'on a indiqué. Et donc on a cet effet de balancer tout bêtement. Ça sert simplement à ça, à rien d'autre. Je peux aller dans le connecteur et puis voir un petit peu ses propriétés, ses paramètres. Ici donc on a pas mal de paramètres, même certains qui sont affichés en fait quand on a ajouté les objets. Axe de référence, ici A et axe de référence B, c'est pour les limites. Je vais en parler après. Attachement A, attachement B, c'est comme pour le ressort. J'ai expliqué dans le ressort qu'on pouvait attacher en fait l'élément, le ressort, à un point ou à une sélection de points. On pouvait même utiliser le décalage. Ici c'est pareil, on n'a pas le décalage mais c'est pareil. Le centre de masse est le réglage par défaut, ça veut dire qu'ici, l'objet A, qui est ici, c'est son centre. Ici, le centre de l'objet A qui est relié en fait au connecteur. On peut voir ici qu'il y a une ligne de la même couleur que le cylindre, un peu beige, qui indique où est-ce que ça se rattache. Et ici, l'objet B, pareil, on a une ligne qui indique que ça vient se rattacher ici au centre en fait de l'objet B. Si je vais dans le connecteur et que je change ici à la place de centre de masse pour l'objet A, si je mets ici point de polygone, tac, ça le relie en fait à un point de polygone. Alors ici c'est ce point de polygone là, celui qui a l'index numéro 0. On peut changer ici, mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et quand je mets 8, ça va revenir au 0. Donc vous voyez, ici j'ai relié ici à cet élément là. Si je fais lecture, ça donne ça. Ici ça change pas grand chose parce qu'en fait c'est une charnière. Donc c'est pas gênant. Ici c'est point de polygone, donc, et là région d'influence, c'est comme pour le ressort, c'est quand on va plutôt utiliser des corps souples. Ça sera plutôt utile dans ce cas-là. C'est pour indiquer en fait l'influence de
la déformation, de la dynamique sur les points qui sont sélectionnés, sur lesquels ça sera attaché. Ici, je peux mettre point de sélection et indiquer ici une sélection de points. Comme pour le ressort, donc je peux sélectionner des points sur un élément, l'enregistrer avec ici enregistrer la sélection et puis glisser ce tag enregistrer la sélection ici. Et dans ce cas, c'est les points sélectionnés qui serviront d'attache pour le connecteur. Et région d'influence, conservation de la forme, amortissement, c'est comme pour le ressort la semaine dernière. C'est pareil, c'est pour les corps souples plutôt. On verra ça quand on verra les corps souples et la dynamique. Je remets centre de masse. Ici, pour l'attachement B, c'est exactement la même chose. On trouve les mêmes réglages. Sauf que dans ce cas-là, c'est la partie B en fait qui est utilisée. Ensuite, ici, on a ignoré les collisions et c'est coché par défaut. C'est assez important. Ici, on a un élément qui a un corps rigide et un élément qui a un corps collision. Et pourtant, vous voyez que ça rentre en collision et ça ne se percute pas. Alors que si on fait ça normalement dans Cinema 4D de base, les éléments qui ont un corps rigide n'entrent pas en contact avec les éléments qui ont un corps collision. Ils ne traversent pas ces objets-là. Si vous mettez un sol avec un corps collision et vous mettez une sphère avec un corps rigide, quand la sphère tombe sur le sol, elle rebondit ou elle roule, elle traverse pas le sol. Ici, comme on a ignoré les collisions qui est coché, eh bien les collisions ne sont pas prises en compte. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très utile parce que dans le cas de la dynamique, parfois on a des éléments modélisés un petit peu bizarrement. On a des trucs, des formes assez complexes et puis les collisions deviennent un problème. Donc le fait de pouvoir ignorer les collisions permet de corriger tous ces problèmes. Je peux tout à fait décocher ça et dans ce cas-là les collisions sont de nouveau actives. Ici, paf, ça rentre en contact, vous voyez, et ça ne traverse pas en fait l'élément qui a un corps collision. Donc là les collisions sont prises en compte. Si je recoche ça, ça traverse l'élément. Voilà, et ça m'évitera en fait des soucis sur certaines formes. Le rebond, bah, c'est simplement le pourcentage de rebond en fait de l'élément. Ça va être utilisé surtout avec les limites qu'on va voir tout de suite. Si je veux laisser l'ignorer les collisions, mais je veux que cet élément-là n'aille pas à un certain niveau, il se limite à une certaine zone. Quand je fais ça, eh bien je peux ajouter une limite. Je vais ici cocher limite, tac, et ici je peux mettre de temps à temps. Ici vous voyez que j'ai un petit disque qui est apparu, qui en fait spécifie où se situe la limite. Alors j'ai toujours un peu de mal pour saisir comment on gère ça correctement. Normalement je pense que c'est ça. Non, c'est l'inverse. Comme ici c'est relié à la partie beige, à la partie jaune, normalement l'élément là ne va se déplacer que dans le disque. Donc il faut que je déplace en fait les degrés de manière à ce que ce soit comme ça. Si je fais ça, on va dire comme ça, normalement je crois que cette partie là va se déplacer que dans le disque qui est ici. On vérifie. Ouais, c'est ça, il va pas plus loin que là. Tac. Et donc là les limites ça se gère comme ça. Ici si j'avais mis le corps rigide sur l'élément B, en fait c'est l'élément B qui aurait bougé qui ne serait pas rentré en contact avec ce disque. Ça se gère en fait avec ces deux réglages là et c'est un petit peu il y a un visuel mais c'est pas toujours évident à bien régler comme il faut. Vous avez ici une petite barre bleue, vous voyez un petit plan bleu qui est ajouté en plus ici qu'on voit bien. Et puis vous avez la partie en jaune ici et en fait ça indique que ça ne va pas dans cette zone là. Voilà. Alors après ça dépend de votre élément A et votre élément B. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas pareil. Je crois que si je les inverse, si je mets le B là et le A ici, et je fais lecture, non, c'est pas tout à fait parlant. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre le A là et le B ici. Voilà. Donc ici, ça c'est pour gérer les limites. Tac. Ici, vous voyez que la partie, je les rends invisibles, c'est de... Enfin, pas invisibles, je les rends transparents.
Voilà. Ici, vous voyez que la limite, le petit carré bleu que j'ai montré juste avant, on peut revoir ici, ce petit carré bleu là, est un frein pour cette zone là. C'est-à-dire que toute cette partie jaune là, tout ce disque jaune ne va pas traverser en fait ce petit carré bleu. Quand je fais lecture, enfin j'avance peu à peu, ça va s'arrêter pile à ce niveau-là. Paf. On voit que le truc lui s'est déplacé, mais ça s'est arrêté ici. Et c'est pareil dans l'autre sens en fait. On gère la limite comme ça. Et ici le rebond, alors je retourne dans objet. Ici le rebond, c'est justement de combien ça rebondit en fait quand ça atteint la limite. Par exemple ici 0, paf, j'ai pas de rebond. Si je mets 100, lecture, paf, j'ai un petit rebond. Si je mets 200, on va avoir un rebond un peu plus grand. Bam, vous voyez, ça rebondit un peu plus. C'est juste ça, le rebond, c'est ça. Et ici, axe de référence A, axe de référence B, c'est l'axe sur lequel s'aligne en fait ce disque de limite. C'est-à-dire que ici, je suis sur l'axe X. Si je mets l'axe Y, paf, ça va s'aligner sur cet axe-là. Donc ici, on peut régler ça comme ça. Comme ça, je sais pas si... Non, c'est dans l'autre sens. Encore une fois, c'est dans l'autre sens. Alors, c'est quelque chose comme ça. Tac. Voilà. Donc en fait, ici, l'axe de référence, ça interagit en fait, ça indique en fait l'axe sur lequel ce truc-là s'aligne. Donc axe X, l'axe X de l'objet, c'est le truc de base, Y ou Z, et puis ici direction de l'objet, c'est en fonction de l'objet vraiment. Donc après, tac, il faut voir à peu près le réglage que vous avez besoin. J'en mets X par défaut. Voilà, et puis d'ailleurs on va retirer la limite. Ensuite, il y a à peu près rien d'autre à dire. Ici on a le cache, si on a mis en cache la dynamique, ici on peut faire vider le cache qui retire le cache pour cet élément de dynamique là, et ensuite on peut recalculer le cache, etc. Et puis ici on a combien de mémoire ça va utiliser quand on a mis la dynamique en cache. Ça c'est le charnière tout basique. Le connecteur charnière. Je le retire. On va voir le deuxième. Je vais tout effacer d'ailleurs, tout fermer. Le deuxième connecteur aujourd'hui qu'on va voir, c'est le cardan. Alors le cardan, c'est la même chose, sauf que ça fonctionne sur deux axes. Alors, j'en remets un connecteur. Le connecteur de base, le premier, celui qu'on vient de voir, c'est la simple charnière, donc c'est ça. On va mettre affiché d'ailleurs ici. C'est ça. Vous voyez qu'on a en fait juste deux cylindres et donc ça tourne dans un sens. C'est une charnière toute bête. Si je sélectionne ici cardan, tac, j'ai en fait ici le double. J'ai deux cylindres avec deux gros cylindres avec deux petits cylindres. Et vous voyez qu'il y a deux axes en fait de rotation. Ça tourne comme ça et ça tourne comme ça. Donc un qui va tourner comme ça, puis un qui va tourner comme ça. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça permet en fait de faire des connexions entre éléments dynamiques un petit peu plus compliquées que la simple charnière. On va voir ça tout de suite en créant simplement un cardan. Donc ce qu'on va faire, enfin l'équivalent, je vais faire on va faire un truc comme ça, un cube, pas trop grand. On va utiliser des booléens, c'est pas bien gênant ici. Donc je vais faire un double du cube, on va le faire un peu plus petit le double. Ici on va mettre alors sur Y on va mettre plus grand par contre, 50, mais en taille X on va mettre 160, même moins encore, 150, et puis en taille Z 150 aussi. Non, taille Z je vais laisser 200 et je vais simplement le déplacer sur l'axe Z. Donc on va faire ça, comme ça, et je vais déplacer ça comme ça. Il faut que je raffiche en fait le maillage. Voilà, et on va utiliser un booléen. Normalement, il ne faut pas utiliser les booléens, mais ici c'est la modélisation très mécanique. En fait, ici il n'y a pas de courbe, c'est très droit, très carré. Donc le booléen ne posera pas de problème, on n'aura pas d'ennui avec des triangles. Et je mets ces deux éléments dedans. Tac.
ça, je retire en fait le grand cube que j'ai mis à l'intérieur non, le plus petit cube, mais plus haut, du plus grand, plus fin. Ce booléen, on va le rendre éditable avec la touche C. Comme ça, j'obtiens les deux éléments ici, que je vais sélectionner et faire connecter les objets plus supprimés. Comme ça, j'obtiens un seul élément. On va ajouter peut-être ici un petit cylindre. Là, un petit cylindre en plus Z. Je vais laisser les couvercles. On n'a pas besoin de tous les couvercles. Ici, je vais mettre 30, moins de 30, 20. Ah, 20. Moins de 20, 15. 15, c'est bien. On va le déplacer comme ça. On va le faire moins haut. Alors, moins haut, on va dire 80. On va le placer ici. Voilà. Je vais le rendre éditable, puis je vais hop, le rattacher. Alors, oui, je rattache tout ça ensemble. Clic droit, connecter les objets plus supprimés. Et puis on va refaire encore un cylindre ici. Donc un autre cylindre qu'on va mettre cette fois en plus X. Ici on va mettre 10. Ouais, 10 c'est bien. On n'a pas besoin des couvercles. Tac. Et il n'y a pas besoin qu'ils soient aussi hauts. Donc ici on va mettre 180. Ça devrait suffire. Ça rentre bien à l'intérieur, ça rentre bien à l'intérieur. On va déplacer un peu toute notre modélisation ici, on va mettre ça plus comme ça. Et on va déplacer l'axe de manière à ce qu'il revienne à 0, 0. Donc je passe en mode axe, et ici 0, 0, 0, et je fais entrer. Et je sors du mode axe. Parfait. Le cylindre qui est ici, on va le mettre enfant de notre objet. Alors, celui-là, on va l'appeler A. Tac. C'est parfait, on a un truc comme ça. Et puis ça, je vais le dupliquer, donc je le sélectionne, CTRL-clic, déplacer, je relâche et je vais l'appeler B. B. Le B, on va le faire tourner. Alors, on va le faire tourner de 180 degrés comme ça, et de 90 degrés comme ça. Comme ça. 90 degrés. Tac. Voilà. Parfait. Et donc là, en fait, j'ai... petit système en fait deux éléments que je veux connecter. Ces éléments doivent être dynamiques. Alors le A qui est ici, on va lui mettre un tag propriété simulation corps collision. Donc c'est celui qui sera dynamique mais passif. Et l'autre, le B ici, on va lui mettre un tag aussi propriété simulation mais corps rigide. Donc il est dynamique aussi, mais celui-là il est actif. Il va subir la gravité. Si je fais lecture, hop, il tombe, là il est complètement expulsé parce qu'en fait, il est en collision constante avec l'élément qui a un tag corps collision. Parce que je rappelle que si je le sélectionne ici, ce qui permet de définir en fait la forme de ce truc-là, de cet objet-là, ce sont ces lignes ici orange. Cette boîte ici qui vient jusque là et qui se referme là. Donc ça va pas. Parce qu'en fait, lui, ça c'est un gros cube et ça c'est un autre gros cube. Et ils sont totalement en collision dès le départ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les tags de dynamique. Alors ce tag là, le corps collision. Je vais aller ici dans collision et dans forme à la place de automatique, qui permet de définir cette forme là orange comme forme de collision. Je vais mettre ici maillage statique. Vu que c'est un élément corps collision, c'est un élément passif, c'est un maillage statique. Et pour le B, je vais sélectionner le tag corps rigide, et lui, dans forme, dans collision forme, je vais mettre maillage en déplacement. Tac. Et donc maintenant, quand je fais lecture, en fait, mon élément corps rigide n'est plus expulsé à perpète, en fait, il tombe simplement, voilà. Les maillages sont vraiment pris en compte, donc c'est parfait. On va mettre plus de frames. 250. Parfait. Maintenant, je vais ajouter mon connecteur pour connecter ces deux éléments. Alors, je vais refermer ça et ça. Donc, je vais dans Simuler, Dynamique, Connecteur. Je vais le mettre entre les deux pour que ce soit plus clair. Ça s'est placé là. Parfait. Je veux un cardan. Je veux pas une charnière. Donc ici, je mets cardan. Tac. Là, en plus, ça tombe pile bien. J'ai pas besoin de le faire tourner. Mais sinon, on peut l'ajuster comme on veut. Ici, pareil. J'ai
mes cylindres, et puis il me faut un objet A, un objet B. Donc l'objet A c'est celui-là, et l'objet B c'est l'autre. Tac. Ici j'ai ignoré les collisions, encore une fois, comme pour la charnière, comme pour tous les autres connecteurs. Ici j'ai les axes pour les limites, et ici les axes pour les limites. Ici, toujours pareil pour l'attachement à centre de masse, point de polygone, point de sélection. Ça ne change pas, ça sera pareil pour tous les connecteurs. Et ici, pareil pour l'attachement B, les mêmes choses. J'ai toujours ici la petite case toujours visible que je peux aller cocher. J'ai l'onglet cache, c'est le même, il n'a pas changé. Et donc là, si je fais lecture, tac, on peut voir que effectivement ça fonctionne. Ici, comme ignorer les collisions est coché, et que ça traverse complètement. Je vais décocher ignorer les collisions, je fais lecture, et là, bang, on voit qu'effectivement ça rentre en collision. J'aurais peut-être dû mieux faire le truc. J'aurais dû réduire un petit peu ce que je peux faire. Alors ce que je peux faire, on va virer le B, on va aller retoucher un peu le A. Donc je vais virer le connecteur, non je vais effacer juste ça. Tac. On va aller modifier la position du cylindre qui est ici. Non, on va je vais sortir ça. On va déplacer ça un petit peu comme ça. Je remets le cylindre enfant de l'élément A. L'élément A, je vais aller remettre son axe à 0. Voilà, comme ça je gagne un petit peu de marge. Et puis cet élément-là, je le duplique. On va retirer le tag, c'est pas le bon. On va l'appeler B. Là, ça devrait être mieux. Et je remets dessus mon corps rigide. Voilà, tac. Et je vais le faire tourner. Avant de mettre le corps rigide, je vais le faire tourner. Sur ça, on le fait tourner 180 degrés et 90 degrés. 90 degrés. Parfait. Et là, je mets le tag corps rigide. Donc là, ça devrait être bon. On va réduire tout ça. Donc l'élément A, il se met là. L'élément B, il se met là. Tac. Et si je fais lecture, c'est parfait. Et là, vous voyez que, en fait, ici, comme les collisions sont ici, ignorer les collisions, c'est désactivé, il rentre effectivement en collision. Là, ça tourne comme une charnière. Donc on a vu la même chose, en fait, que ce qu'on vient de voir avant, avec la charnière, ça n'a rien changé. Sauf que là, maintenant, il y a deux axes de rotation. Donc, l'élément A, ici, qui est passif, je peux tout à fait l'animer. Par exemple, ici, on dit à la frame 0, il a cette position-là. Je mets une clé d'animation. Donc, j'ai mis une clé d'animation. On va dire qu'à la frame 100, non, on va mettre 80. Voilà, 80, on va dire qu'il aura tourné comme ça. Et je mets une clé d'animation. Tac. Et donc maintenant, si je fais lecture, vous allez voir qu'en fait, les deux axes de rotation changent quand même pas mal de choses parce qu'en fait, cet élément-là va tourner effectivement comme ça. Il est toujours relié par le connecteur, mais comme cet élément-là tourne, celui-ci va subir aussi ce mouvement. On regarde ça tout de suite. Là, il tourne et effectivement, vous voyez que il tourne un petit peu. Et puis, on va peut-être le faire revenir dans l'autre sens, peut-être. Alors, l'élément A, j'ai dit qu'à 80, il était comme ça. Et puis, on va dire qu'à 160, on va le remettre totalement dans l'autre sens. Comme ça. Tac. Voyons ce que ça donne. Lecture. Paf. Vous voyez que ici, on a vraiment de la dynamique sur deux axes. On peut aussi dire que l'élément A va aussi, alors après, à 160, il est comme ça, puis on va dire qu'à la fin, non, à 220, on va le faire tourner totalement comme ça. On regarde ça. Lecture, il tourne comme ça, paf, et puis il revient dans l'autre sens, puis il tourne un petit peu après, comme ça, et puis vous voyez qu'en fait, hop, l'élément qui est dynamique actif, donc l'élément A, suit en fait le mouvement vraiment du truc. Donc ça permet de faire des connexions un petit peu plus complexes sur vos scènes dynamiques. Par exemple, si vous faites toute une série de pistons qui vont entraîner
des barres transversales avec peut-être des roues, des choses, des trucs très proches de ce qu'on peut trouver sur les locomotives, par exemple, ce genre de choses, ou des moteurs un petit peu steampunk, etc. Ici, on a de quoi jouer justement avec des connecteurs pour rendre tout ça plus simple à gérer, sans avoir à passer par Expresso, par des contraintes, etc. Ici, on a juste à utiliser le connecteur et vous voyez que sur 2 axes, en fait, on déplace les éléments. Donc c'est simplement le principe du cardan, tout bêtement. Je reviens à 0. On regarde le connecteur. Ici, pareil, les limites angulaires, c'est les limites, c'est la même chose que pour les charnières. Sauf que ici, j'en ai 2, forcément. Donc j'ai la première, je peux cocher, puis ici j'ai cette limite là, et puis la deuxième, je peux la cocher, et j'ai une limite comme ça. On peut en cocher qu'une seule, seulement celle qu'on souhaite, ou on peut cocher les deux, ou en cocher aucune. Ça fonctionne sur le même principe que pour la charnière. Donc c'est exactement le même principe, le même système. On a juste à cocher, puis à indiquer, en fait, en degrés, jusqu'où ça peut aller. Alors je sais jamais si c'est dans la partie qui est affiché que ça peut se déplacer ou si c'est à l'extérieur de la partie qui est affichée que ça peut se déplacer. Je crois que ça dépend vraiment de ce qu'on met dans l'objet A et l'objet B. Ça a toujours été un peu flou pour moi à ce niveau-là. Mais bon, je vais pas comprendre bien un jour, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était les 2 premiers connecteurs. La prochaine fois on verra sans doute d'autres. On les verra pas forcément dans l'ordre. Et puis je pense avoir tout dit sur la charnière et le cardan, et ça devrait déjà vous aider à faire pas mal de choses. En termes de mouvement mécanique, de dynamique, etc. Là on a quand même pas mal à faire. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D, où on verra sans doute la suite de la dynamique. Et puis c'est tout.